Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo Geek numéro 2 les amis. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de différents sujets comme d'habitude qui touchent à la culture geek. Et on parlera notamment de Microsoft puisque c'est un point important ce week-end. La grève à Hollywood, le film Superman Legacy, son casting et puis des brèves des sorties comics comme d'habitude du coup. Et on va commencer très rapidement du coup en parlant du gros sujet du jour, puisque le gros sujet du jour c'est Microsoft qui rachète, ou presque, dirons-nous, Microsoft qui rachète ou presque Activision Blizzard. Parce que c'est une affaire compliquée qui a commencé il y a quelques jours maintenant. Pour rappeler un peu les faits, Microsoft a engagé une procédure de rachat d'Activision Blizzard King, du coup, il y a quelques mois de ça. Ça traîne depuis pour toutes les affaires de tribunaux et notamment les autorités de la concurrence, que ce soit américaine ou celle du Royaume-Uni, qui posent problème et qui s'opposent au rachat. On parle d'un rachat de 68,7 milliards de dollars. Ok, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et donc, on était dans l'attente en tout cas de la réponse du tribunal fédéral californien qui devait évaluer la requête d'injonction du coup de la FTC, l'autorité de la concurrence américaine. Et le tribunal a rejeté, voilà, je cherchais mon mot, le tribunal a rejeté du coup la requête d'injonction de la FTC le 11 juillet dernier. Donc là, ça fait il y a 4 jours. Il y a 4 jours au moment où je parle là. Le tribunal californien a d'abord rejeté la requête d'injonction de la FTC en disant vous n'avez pas un dossier assez solide pour vous opposer à ça. Rien n'indique que Microsoft va conserver notamment la licence Call of Duty uniquement sur ses machines et son parc finalement en exclusivité. Et comme rien n'indique ça, ce qui portait la requête d'injonction, elle porte surtout là-dessus, sur le fait que Microsoft s'octroie des exclusivités tellement Activision Blizzard est aujourd'hui une boîte qui donne quand même de gros jeux vidéo, notamment par le biais de Call of Duty du coup, qui est peut-être leur jeu phare et celui qui vend le plus chaque année. Et bien du coup le tribunal fédéral a décidé de rejeter la requête d'injonction en disant que le dossier était trop léger et qu'il n'y avait aucun degré d'inquiétude à avoir a priori sur ce fait, ce qui fait que à cette date-là, au 11 juillet, du coup, ce verdict étant rendu, rien n'empêche Microsoft, au 11 juillet, d'acheter Activision Blizzard, même si une requête au Royaume-Uni est en cours également. Parce que je vous rappelle bien qu'il y a 2 requêtes. Il y avait celle de l'autorité de la concurrence américaine, la FTC, et il y a celle de la CMA qui est la même chose, mais du côté du Royaume-Uni. Ok ? Concernant l'Europe, l'Asie, etc., il n'y a pas de débat, ils sont tous OK pour le rachat, il n'y a pas de problème. C'est vraiment les deux qui posaient problème. Donc la FTC a vu sa requête d'injonction rejetée, ne restait plus que celle du Royaume-Uni qui commençait à faire un petit peu marche arrière en disant bon, étant donné les circonstances, on est prêt à renégocier pour que l'acquisition soit aussi actée au Royaume-Uni, donc on va se remettre à table, on va discuter. Sauf que rebondissement, le 13 juillet, du coup, il y a 2 jours, la FTC a fait appel, ou en tout cas a demandé d'abord, pour pouvoir faire appel, une demande de prolongation de l'injonction, ok ? C'est un dossier compliqué, J'y vais avec des pincettes pour bien que vous compreniez. La FTC du coup a essayé d'allonger la prolongation de l'injonction pour pouvoir derrière effectuer un appel de la décision, étant donné que la date du contrat, et ça c'est la data à avoir dans la tête, la date du contrat de rachat, il est échu au 18 juillet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Microsoft a jusqu'au 18 juillet pour absorber Activision Blizzard King. S'ils ne le font pas à cette date, le contrat est mort. Ils doivent de l'argent à Activision Blizzard King parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout du rachat. Ils doivent renégocier s'ils veulent toujours acheter Activision Blizzard King. Ils doivent renégocier
Et croyez bien que là, ça va dans le sens d'Activision Blizzard, puisque depuis, ils ont quand même sorti Overwatch 2 et Diablo 4. Autant vous dire que le succès, notamment de Diablo 4, fait que ça donne quand même des jetons du côté d'Activision Blizzard pour dire « on veut un billet de plus quand même, les gars, du coup, parce que regardez Diablo 4 comment il cartonne. » Donc, Microsoft a donc, au 13 juillet, avait donc jusqu'au 18 juillet pour absorber ça, pour que le contrat ne soit pas caduc. Et donc, la FTC a voulu prolonger finalement la demande d'injonction pour pouvoir faire appel, pour que le rachat n'ait pas lieu avant le 18 juillet. Vous voyez le truc ? Là, je peux vous dire, c'est des affaires de gros sous. Hein. Là, il y a des mecs là, en gros costard avec des gros attachés case là. Je peux vous dire qu'ils sont chauds Ils sont chauds. Ils sont chauds du je dirais pas quoi. Activision Blizzard, du coup, se prépare tout de même à disparaître, ok, au 13 juillet toujours, hein, parce qu'aujourd'hui je vous rappelle qu'on est le 15. Hein. Activision Blizzard se prépare tout de même à disparaître puisque la Nasdaq, donc un des plus gros marchés d'actions au monde, a confirmé que l'action Activision Blizzard ne serait plus référencée à partir du lundi 17 juillet. Ok ? Donc à partir de ce lundi, vous ne pourrez plus acheter ou vendre des actions d'Activision Blizzard. On se suit ? Et donc, ça veut clairement dire, les gars, s'il n'y a plus d'actions sur le marché au lundi 17, c'est que la chose va être actée. Hein. Donc, c'est-à-dire que il y avait quand même très peu de chances que la FTC voit sa demande de prolongation. Enfin, il y a peu de chances que la demande de prolongation soit acceptée et donc permette l'appel de la FTC, première chose. Il y a le deuxième chose qui dit que le Royaume-Uni est toujours là en mode « Ouais, mais nous, les gars, attendez, on n'est pas d'accord. » Mais Microsoft, en fait, ils sont un peu en train de se dire « Oui, mais du coup, en fait, on peut très bien racheter et puis au Royaume-Uni, on va se démerder. » C'est, en gros, si vous voulez, le rachat, il se fait en plusieurs temps. Et donc, pour le cas du Royaume-Uni, il pourrait très bien décider d'ignorer, en fait, le Royaume-Uni. Donc, que le rachat ne soit pas actif entre guillemets au Royaume-Uni, et donc dans un premier temps, pour se laisser le temps de trouver un arrangement avec le Royaume-Uni, fasse éditer les jeux Activision Blizzard par un éditeur tiers au Royaume-Uni. Vous voyez le truc ? C'est-à-dire en gros, eux, ils ont leur maison d'édition, etc. Activision Blizzard avec leur maison d'édition, hop, ils fusionnent. Microsoft continue d'éditer les jeux du coup Activision Blizzard partout dans le monde sauf au Royaume-Uni, et t'as une boîte tierce, je suis persuadé qu'en plus ça pourrait être une boîte tierce qui pourrait possiblement appartenir à Microsoft ou être en partenariat avec Microsoft, que ça gênerait même pas, qui serait là pour éditer les jeux Activision Blizzard au Royaume-Uni. Ok ? Donc ça, c'était le deal en mode ok, on peut quand même absorber Activision Blizzard même si le Royaume-Uni continue à casser un peu les noisettes, mais on va s'arranger, c'est pas grave. Ok ? Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec tout ça ? Et bah cette nuit, du coup, la demande de prolongation d'injonction de la FTC a été rejetée. Donc, il n'y a plus rien, à part le Royaume-Uni, comme je viens de l'exposer, il n'y a plus rien qui se met en travers du chemin de Microsoft pour acter le rachat, et ce à partir de ce matin 9h. C'est-à-dire que, à partir de ce matin 9h, ce matin 9h heure française, hein, c'est minuit heure Pacifique États-Unis, ok. Et bah à partir de là, il y a 38 minutes puisqu'il est 9h38. Et bah il y a plus rien qui peut s'opposer au rachat mondial hors Royaume-Uni de Microsoft, puisque là, en gros, ils avaient, en fin de compte, si vous voulez, le dossier, il était jusqu'au 15 juillet. Et voilà, là, c'est OK, le dossier 15 juillet, on est arrivé au 15 juillet, boum, il n'y a plus rien en lien avec la FTC. La demande d'injonction n'a plus lieu d'être, elle n'est plus là, donc elle ne bloque plus rien. Donc aujourd'hui, en fait, on va dire que Microsoft a 3 jours pour acter le rachat d'Activision Blizzard King. Ils ont 3 jours pour acter le rachat. S'ils ne le font pas, s'ils ne rachètent pas Activision Blizzard King dans les 3 jours, ils doivent
je sais plus si c'est 2 ou 3 milliards de dédommagements à Activision Blizzard King, pardon. Ils doivent renégocier s'ils veulent toujours acheter Activision Blizzard King. Et surtout, ça va redonner des balles à la FTC qui va pouvoir travailler davantage son dossier pour pouvoir de nouveau mettre des bâtons dans les roues de Microsoft. Ça va également donner des balles au Royaume-Uni qui a la CMA du coup qui va pouvoir également retravailler son dossier. Enfin, vous voyez le truc. Donc là, Microsoft a plutôt intérêt à y aller en fin de compte et à essayer de se dire ok, le Royaume-Uni, tant pis, pour l'instant on l'a pas, on va s'arranger. Parce qu'en vrai, le rachat mondial est plus important finalement que ne pas racheter Activision Blizzard King juste parce que le Royaume-Uni fait un peu chier le monde, quoi. Vous voyez le truc ? Là, vaudrait mieux qu'ils rachètent parce que sinon déjà ils doivent 2 ou 3 milliards à Activision Blizzard, cadeau, quoi. Donc pas ouf. Donc on refait un petit check-up de tout ça. Donc, d'abord, le tribunal fédéral californien a rejeté la requête d'injonction de la FTC, ok, l'autorité de la concurrence américaine, je le rappelle. De ce fait, le Royaume-Uni avec la CMA disait bon bah on va rediscuter les gars au final parce que si la FTC ils ont vu leur truc rejeté, bon bah on va essayer plutôt de trouver un accord avec vous, ok. Le 13 juillet, on apprend que la FTC décide de faire une demande de prolongation de l'injonction pour pouvoir faire appel derrière du jugement et essayer d'embêter au maximum Microsoft pour que le rachat du coup n'ait pas lieu avant le 18 juillet et donc que la date du contrat de rachat soit caduque et donc que Microsoft soit obligé de refaire toutes les procédures et donc ça donnerait plus de temps aux autres. Et puis aujourd'hui on a appris que la demande de prolongation a été rejetée de l'injonction de la FTC. La FTC, c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a plus de raison d'en entendre parler parce que là, ils n'ont pas le temps de se retourner, ils n'ont pas le temps de faire appel ou quoi que ce soit. Il y a 3 jours, c'est mort. Donc là, la FTC, a priori, on n'en entendra plus parler, ils ne peuvent plus rien faire. Le Royaume-Uni est la seule chose qui peut encore bloquer, mais ça reste au Royaume-Uni. Ça reste que le Royaume-Uni. Seulement, ils sont tout seuls. Et là, Microsoft pourrait très bien trouver une stratégie, comme je le disais, à prendre un éditeur tiers pour éditer ses jeux au Royaume-Uni. Et voilà. Mais en tout cas, à partir de ce matin, 9h, heure française, Microsoft peut acter le rachat à n'importe quel moment. Vous pouvez voir un tweet qui dit « Ça y est, le rachat est effectif, c'est OK ». Donc voilà, gros dossier. On voit la lumière au bout du tunnel. Activision Blizzard King devrait rejoindre les rangs de Microsoft d'ici les prochaines heures. Voilà, on parle en heures maintenant. On parle plus en mois, on parle plus en semaines, on parle plus en jours, on parle en heures. Ça, c'est l'affaire numéro 1, les amis. Et on passe à notre deuxième sujet, les amis. Hollywood et la grève à Hollywood. Les acteurs, avec les scénaristes, font grève. Oui. Donc si vous ne le savez pas, les scénaristes font grève depuis 2 mois à peu près. Les scénaristes font grève. Ils sont pas contents du traitement pour plein de choses. Je vais vous exposer un peu les points. Vous ferez votre propre opinion. Et donc, les scénaristes étaient un peu esselés, un peu tout seuls dans leur truc. On dit allez, courage les scénaristes. Mais voilà, c'était tout. Personne. Vous savez, les scénaristes, c'est tellement des gens de l'ombre que presque personne n'en a rien à foutre en fait. Hein. Désolé, mais c'est la vérité. Sauf que, rebondissement, les acteurs rejoignent les scénaristes en grève. Ils ont officiellement rejoint la grève ce vendredi-là, à 9h, donc hier, il y a un peu plus de 24 heures maintenant. Ils ont rejoint la grève, ils ont rejoint les scénaristes en grève. C'est le plus gros mouvement de grève à Hollywood depuis 1960. Voilà, faut le savoir. Et déjà à cette époque-là, en 1960, les scénaristes et les acteurs étaient ensemble, du coup, pour faire la grève. Mais c'est quoi cette grève ? Qu'est-ce que ça concerne exactement ? Bon, ça concerne les salaires, forcément. On parle forcément, quand c'est grève, on parle forcément d'oseille. Hein. Les salaires, mais pas que. En gros, vous savez que le marché du streaming, aujourd'hui, ça a bouleversé tout le cinéma. Ça a tout bouleversé. C'est-à-dire que Netflix, il a foutu le bordel là-dedans. Tout le monde, du coup, s'est dit il faut absolument qu'on fasse une plateforme de streaming parce que sinon, on est complètement has-been. Et donc, le marché du streaming, aujourd'hui, il a vraiment impacté le marché du cinéma. Ce qui fait que les films ne sont pas vendus au ciné autant qu'avant. Et rapportent pas autant. Et donc, du coup, finalement, les salaires, tout ça, sont impactés en fin de compte. Tout est impacté, au final.
Donc les scénaristes qui sont déjà des gens de l'ombre à la base, qui n'avaient pas beaucoup de revendications, ont commencé à se plaindre sur les salaires, sur les intéressements, parce que les scénaristes aujourd'hui, et heureusement on parle pas de comics, parce que si on parlait de comics, voilà, mais les intéressements, en tout cas, ils aimeraient bien en avoir un petit peu, en mode, nous on écrit des histoires quand même les gars, si on n'écrit pas nos histoires, là vous avez pas de film à sortir. Sauf que peut-être qu'on aurait des films à sortir si on utilise l'IA. Et oui, ça c'est l'autre point intéressant, c'est qu'ils ont envie de se protéger par rapport à la génération de scripts par IA. C'est hyper important. Ok ? Aujourd'hui, les scénaristes se plaignent, sauf qu'on a des petits malins à la production qui seraient là en mode attends, je vais aller sur ChatGPT, génère-moi un scénario de 2h30 sur un super-héros qui machin, truc. Voilà. Bon, voilà. Et puis ChatGPT va faire son taf. Et voilà, t'as un scénario. Après tout, vu la qualité de certains films, des fois, tu te dis après tout, pourquoi pas ? Moi, ça leur sied bien aux producteurs de réaliser ça. Donc, le mouvement de grève, il a commencé là. Il a commencé par les scénaristes qui voulaient un peu plus de reconnaissance, un peu plus d'argent et un peu plus de protection vis-à-vis de l'IA. C'est important, parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA, c'est effrayant. Donc ça, c'était le premier point. Les acteurs, eux, ils étaient aussi en égo, un peu, voilà, on en parlait un peu moins, mais ils attendaient de trouver un accord finalement avec ce qu'on appelle l'AMPTP, c'est l'Alliance des producteurs, grosso modo. L'Alliance des producteurs, l'idée c'était de trouver juste un petit accord là récemment, parce que les acteurs s'inquiètent aussi pour certaines choses. Ils s'inquiètent pour leur salaire, je vous l'ai dit, le streaming, tout ça. Ils s'inquiètent pour l'IA également. Et vous allez me dire, mais comment tu veux qu'on remplace ? Bah ouais, l'IA, on peut tout remplacer les gars. L'IA, on peut remplacer, on peut cloner ta voix. Ok ? Donc aujourd'hui, si on a besoin de faire un doublage, qu'on a envie de mettre la voix de Chris Pratt sur Mario Bros, pour exemple, ça serait un choix de merde de faire ça, mais je dis ça pour l'exemple. Et bah, on pourrait très bien le faire en se disant, regarde tous les rushs qu'on a de Chris Pratt à côté. En fait, pourquoi on va appeler Chris, lui prendre du temps, lui donner de l'argent en plus, alors qu'on peut reprendre tous les rushs de voix qu'on a? Je suis persuadé qu'on peut monter un Mario Bros pas trop mal avec ça. Ouais, ça serait mieux quand même s'il le doublait, les gars. Ah, pas sûr. Pardon, je m'égare. C'est un autre sujet. Mais sachez du coup que les acteurs s'inquiètent aussi pour l'IA. Pourquoi ? Le clonage de la voix ou même le clonage de leur image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'empêche d'utiliser, vous l'avez vu, on peut prendre des corps de personnes, leur glisser un autre visage, c'est ok, ça commence à se faire de plus en plus. Comme ça, on peut ressusciter des personnes décédées, on peut faire plein de choses. On peut prendre quelqu'un qui n'était pas dispo là, mais on a besoin de lui faire tourner une scène, c'est pas grave, on s'arrange. Donc voilà. Donc les acteurs s'inquiètent également de ça. Sauf que, ils devaient trouver un acteur avec l'Alliance des producteurs, et ça s'est pas passé comme ça. Et donc, la présidente du syndicat, que vous connaissez peut-être, la présidente du syndicat du coup SAG-AFTRA, donc SAG-AFTRA, là, le syndicat des acteurs, qui se nomme Fran Drescher, soit une nounou d'enfer, voilà. C'était la présidente du coup du syndicat. Et du coup, elle a officialisé le fait que il n'y avait pas, du coup, elle a communiqué le fait qu'il n'y avait pas d'accord avec l'Alliance des producteurs. Et que du coup ils allaient rejoindre la grève aux côtés des scénaristes parce que ils estiment ne pas être reconnus, voilà, à leur juste valeur. Donc c'est un gros dossier, puisqu'en plus de base la MPTP, l'Alliance des producteurs, souhaitait simplement faire traîner la grève. L'idée chez eux, c'était de dire ok les gars, vous savez quoi, les scénaristes là, ils sont en train de se plaindre. Mais vous savez quoi, on va laisser traîner les choses. De toute façon, les scénaristes, ils n'ont pas trop d'argent. Ils ont besoin de travailler. Donc, vous savez quoi, dans 3 mois, ils n'ont plus d'économie. Ils sont épuisés, ils seront à bout de force, ils auront besoin de bosser. Dans 3 mois, ils reviendront nous voir et on négociera à moindre frais. Tranquille. Puis là, leurs idées qu'ils ont actuellement, on les balayera d'un revers de la main et on trouvera un accord.
Ben ça, c'était sans compter sur les acteurs qui rejoignent, qui rejoignaient la grève. Voilà. Donc ça fout un peu le bordel à Hollywood. Il se dit quand même que l'Alliance des producteurs préférerait ne pas céder et donc se montrer ferme aux yeux des actionnaires. Forcément. Ils ont envie de montrer aux actionnaires en disant attends les gars, nous on maîtrise le sujet, c'est nous les boss, c'est nous les rois ici. Vous inquiétez pas, votre argent est en lieu sûr, on va pas le refiler à n'importe qui. Voilà. Donc c'est un merdier absolu ce qui se passe à Hollywood. Vous avez l'impression que ça vous impacte pas là, hein, forcément. Hein. Aujourd'hui ça impacte personne. Hein. Par contre je peux vous jurer que dans un an là, le bordel. Ah ben là, la vague de report, ça va être incroyable, hein, je vous le dis. Hein. Sachez déjà que par exemple, il y a un exemple flagrant qu'on peut donner, c'est Deadpool 3. Si vous ne le savez pas, Deadpool 3 est parti en tournage. Le film Deadpool 3 est en tournage. Et donc, il y a déjà un changement avec la grève des scénaristes. Il y a un changement dans la construction du film, dans le tournage du film qui a eu lieu. On a demandé du coup... Enfin, on n'a pas demandé, mais Ryan Reynolds a dû se plier aux efforts finalement de la grève des scénaristes pour ne pas modifier le script durant le tournage. Si vous ne le savez pas, ça c'est un truc qui a été fait sur Deadpool 1 et 2, qui se fait sur des films de manière générale. Il y a des scénaristes qui continuent de bosser sur les scripts pendant les tournages, qui font que finalement ils adaptent leur tournage en fonction de ce qui se passe pour pouvoir improviser des petites choses ou quoi. Et c'est ce qui rend peut-être Deadpool 1 et 2 aussi bon, on va dire, sur cette facette-là, puisque Ryan Reynolds peut se dire « Oh vas-y, j'ai une idée, viens, à la place de ça, je dis ça ». Et du coup, les scénaristes sont là en disant oh, « Ok, bah alors par contre, si tu dis ça, ça impacte ça, donc du coup, il faut qu'on change ci, etc. » Ça s'est fait sur Deadpool 1 et 2. C'était la manière de fonctionner qu'ils avaient trouvé, qui a priori fonctionne pas mal. Sauf que sur Deadpool 3, bah, il n'a pas pu le faire. Grève des scénaristes oblige. Les gars, on n'a pas envie trop de reculer le truc, donc il faut absolument qu'on parte en tournage. Donc tant pis, on réécrit pas le script. Et ça, Ryan Reynolds s'est engagé à ne pas, et il doit respecter ça, hein, c'est un accord, il doit respecter ça, à ne pas changer le script pendant le tournage. Ok. Et bah, au-delà de ça, grève des acteurs, tournage en pause, tout simplement. C'est-à-dire que déjà qu'on tourne pas le film de la même manière qu'on a fait les deux autres, déjà, sans compter qu'en plus, hein, maintenant c'est passé dans le giron de Disney, hein, donc c'est plus la Fox, hein, c'est Disney. Donc déjà, il y a un changement à ce niveau-là. En plus, on fait pas le film de la même manière qu'a été fait le premier. Et en plus, t'as la grève des acteurs qui fait que, ok les gars, on met le tournage en pause. Et bah. Donc là, je vous le dis, hein, vous avez l'impression, par exemple, que ça vous touche pas. Vous continuez de voir des bandes annonces, des teasers qui sont sortis en mode ouais, le mois prochain il y a ça qui sort, en fin de l'année il y a ça, machin et tout. Ah oui, bah les mecs là, vous inquiétez pas, ils sont sur les post-prod. Tout ce qui est sur la post-prod là, il y a pas de problème, hein. C'est de la post-prod, il y a personne pour se plaindre de ça. Tu vas pas rebosser un scénario ou quoi. Ce que ça peut impacter à la rigueur, c'est si tu as besoin de faire des reshoots. Mais il y a peu de chances que sur les trucs qui vont sortir dans les 3 à 6 mois, il y ait des reshoots à faire. Ça, il y a peu de chances. Par contre, la pause qui est en train d'être faite là, c'est que la pause des scénaristes, déjà quand il y a une pause, une grève de scénaristes, déjà ça met à mal l'avancée. Les scénarios n'avancent plus, donc tout est bloqué. Ça fait 2 mois qu'il n'y a pas un scénario qui a été écrit, ok ? Donc déjà ça circule le truc. Mais en plus de ça, si tu n'as même plus d'acteurs à mettre devant la caméra, laisse tomber. Donc là, compliqué, hein. Donc attendez-vous à une vague de report, là, les films qui allaient sortir l'année prochaine, attendez-vous l'année prochaine et l'année d'après, 2024-2025, attendez-vous à des reports, hein, franchement. Il y a des choses qui sont pas trop impactées encore, mais qui le seront. Enfin, Superman Legacy, on va en parler juste après, est en phase de casting. A priori, le film serait écrit, je pense. Par contre, quand il va falloir tourner, bah voilà. Voilà. Donc c'est un gros, vraiment un gros sujet. Un gros sujet qui a énormément impacté du coup, qui va impacter en tout cas la suite de tout ce qui s'affaire à Hollywood aujourd'hui. C'est pas rien ce qui est en train de se tramer, c'est pas rien du tout, et ça va avoir un impact prépondérant pour la suite des projets. Hein. On passe à notre autre sujet, c'est Superman Legacy. Le casting qui s'étoffe, du coup,
chez Superman Legacy de James Gunn du coup. Le prochain film de James Gunn est du DC Universe, le premier film du DC Universe. Je vais vous expliquer pourquoi. Vanity Fair a d'abord partagé 3 casts et a confirmé 3 casts du coup. Le premier étant Nathan Fillion du coup, qui jouera le Green Lantern Guy Gardner du coup. Nathan Fillion, vous le connaissez, Il faut sauver le soldat Ryan, Percy Jackson, les séries Firefly, Lost, Modern Family, Santa Clarita Diet, et dernièrement The Rookie depuis 2018 je crois, une série qui m'a toujours fait de l'œil, que j'ai pas du tout lancé parce que j'ai pas le temps, mais par contre ça commence à faire plusieurs saisons, là je commence à me dire faudrait vraiment que j'arrive à la regarder ce truc, une série policière là, donc Nathan Fillion qui est bien connu de tout le monde, qui jouera Guy Gardner. Guy Gardner c'est le Green Lantern bourru, misogyne et bourru, misogyne et comment on pourrait dire, et aigri. Ouais, ça lui va bien. Bourru, misogyne et aigri. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est très vieille école quoi. C'est un Guy Gardner très vieille école. Donc il y en a beaucoup qui râlent sur Nathan Fillion en mode ah mais il a 60 piges le gars, il est trop vieux et tout. En vrai, pour avoir la façon de penser de Guy Gardner, pour moi, enfin de Guy Gardner, pour moi en fait il faut avoir un mec âgé hein, vraiment hein. Et je trouve que Nathan Fillion aujourd'hui il a pas le physique de son âge, donc moi en vrai ça me choque pas. Par contre il est pas roux, effectivement il est pas roux, ouais ok je l'entends, mais bon je pense qu'aujourd'hui c'est un détail, la couleur de cheveux c'est pas le plus important, même si bon voilà bon on verra ce qu'il en est. Moi c'est pas moi quand j'ai vu le truc je me suis dit ouais pourquoi pas. C'est juste encore une fois James Gunn qui fait travailler toujours les copains. On a l'impression que le mec il a pas, les castings sont pas ouverts hein, chez James Gunn hein. C'est soit tu lui plais soit tu lui plais pas hein. J'ai l'impression que c'est lui qui vient de chercher plus qu'autre chose. Bref, le deuxième cast confirmé c'est Isabella Merced du coup en Hawk Girl du coup. Isabella Merced, vous connaissez peut-être pas ce nom, mais en tout cas je le connaissais pas. C'est Dora l'exploratrice. Voilà, c'est elle qui a joué Dora dans le film Dora l'exploratrice. Très bon film hein, d'ailleurs, regardez-le, il est incroyable et tout. Non je déconne, je sais pas du tout. Mais elle a joué également dans la suite de Sicario du coup. Et c'est tout, voilà, un peu inconnue au bataillon. Donc elle jouera Hawk Girl. On ne sait toujours pas si on reverra Hawkman du coup. C'est pas hein, Hawkman on l'a vu avec Aldis Hodge dans Black Adam. On ne sait pas ce qu'il en est. Est-ce que ça sera la Hawk Girl du Hawkman qu'on a connu ou non? On n'a aucune idée. Je vais revenir sur ce détail après, vous allez voir. On a ici aussi Vanity Fair qui a confirmé Eddie Gategui, un peu moins connu mais quand même, qui jouera Mister Terrific. L'homme, un des hommes, si ce n'est l'homme le plus intelligent, c'est plus de 200 IQ, Mister Terrific c'est 400 IQ. C'est le mec le plus intelligent de l'univers DC. C'est un des personnages les plus préférés, les plus appréciés pardon, de James Gunn. On le connaît surtout pour Twilight, du coup, où il jouait Laurent, je crois, si ça parle, ce Twilight. Je l'ai vu passer hier, je le dis notamment pour Bad Pink. Dernièrement aussi dans la série For All Mankind, vous connaissez son visage. Vous l'avez déjà vu dans divers trucs. Il n'avait pas des gros rôles. Là, en tout cas, il sera Mister Terrific. Voilà, l'homme le plus intelligent du DC Universe, j'ose le dire. C'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, je suis vraiment content de le voir là. Je me dis qu'il y a moyen qu'il fasse vraiment un bon truc. Donc ça me plaît bien. Et le dernier cast qui a été confirmé, alors c'est pas par Vanity Fair cette fois-ci, c'est par The Hollywood Reporter du coup, c'est Anthony Carrigan qui jouera Métamorpho, un personnage moins connu pour le coup. Et Anthony Carrigan qui est un habitué des productions d'ici puisqu'il a déjà tourné dans Flash, pas The Flash le film, Flash la série, et dans la série Gotham où il jouait un Victor Zsasz. Incroyable. Franchement son Victor Zsasz, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était vraiment une interprétation complètement originale vraiment du personnage. Mais son Victor Zsasz était incroyable. Mais pas autant que son Noho Hank dans Barry. Voilà. Il a reçu un Emmy Awards pour son interprétation de Noho Hank
dans Barry, la série Barry, qui est une série que je vous recommande. C'est perché, mais c'est perché, vous imaginez pas à quel point. Mais bordel, dedans, Anthony Carrigan, il est incroyable, vraiment. Il mérite sa récompense. Et je suis très content du coup de le voir là. Même si c'est pas un personnage de grande ampleur, hein, mais je pense qu'il peut apporter énormément à ce perso-là. Donc Anthony Carrigan qui est le 4e cast confirmé cette semaine, après bien sûr David Corenswet et Rachel Brosnahan qui joueront du coup Superman, Clark Kent et Lois Lane. Voilà le casting qui s'étoffe de nouveau. Et tout à l'heure je parlais un petit peu du coup de Nathan Fillion qu'on a déjà vu à droite à gauche, et je parlais également du coup des anciennes productions. Je disais que Superman Legacy était le premier film du DC Universe. Pourquoi ? Parce que le DC Universe est en reconstruction, et donc on se pose plein de questions. Le film The Flash, quel impact ? Je l'ai pas encore vu. Le film The Flash, quel impact sur le DC Universe ? Parce qu'on est encore dans le DC EU, le DC Extended Universe, celui qui a été initié avec les films du coup de Zack Snyder, ok ? Qu'en est-il de tout ça ? Et bah James Gunn, il a répondu. Vous savez qu'il aime bien répondre à des tweets. Il a répondu à des tweets qui demandaient qu'est-ce qui était canon, machin et tout. Il a dit les films DC Studio canon commenceront avec Superman Legacy. Dans le texte en français, ça donne ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi, The Flash, là ? Ça veut dire quoi ? Ça compte pas dedans ? Blue Beetle qui va sortir pareil ? Shazam et tout, on oublie ? Ok. Sauf que non, c'est pas aussi simple que ça. Parce que pour Blue Beetle, il a indiqué que Blue Beetle fera partie d'une poignée de personnages qu'on retrouvera dans le DCU. Mais du coup, c'est canon ou c'est pas canon, les gars ? On comprend plus rien. Voilà, on comprend plus rien, je vous le dis. On ne sait pas ce que veut faire James Gunn. Ce qui est sûr, c'est que son univers à lui, sa vision des choses, commencera avec Superman Legacy, d'accord ? Et avec ce nouveau casting, etc. Pour autant, on a des personnages qui auront toujours leur rôle. Alors, est-ce que ça sera le même univers, les mêmes personnages exactement qu'on a vus ou pas ? On se pose la question. Sachez d'ores et déjà que The Suicide Squad, son film sur la Suicide Squad, ok ? La Gun Squad, comme j'aime l'appeler, n'est pas canon. Il a dit que c'était pas canon. Non, les films canons commenceront avec Superman Legacy. Mais alors Peacemaker qui a une saison 1 et qui a projet d'avoir une saison 2 juste après Superman. C'est le projet d'après pour James Gunn. Du coup, Peacemaker saison 2. Canon ou pas canon ? Mais comment vous voulez vous y retrouver ? On comprend plus rien. Voilà, on comprend plus rien, les gars. Je sais plus où on habite. Je sais plus sur quelle terre on est. Hein. Non, vraiment, c'est un merdier. C'est un merdier, vraiment. On ne sait plus. Donc, la seule chose à faire, c'est de continuer à aller voir les films que vous avez envie de voir. Si vous avez envie de voir Blue Beetle qui sort prochainement, j'ai plus la date d'ailleurs. Blue Beetle sortira au mois d'août, je crois. Et bah écoutez, hein, on verra ce qu'il en est. Hein. Vous allez peut-être voir un Jaime Reyes que vous reverrez peut-être sans doute par la suite, apparemment. Hein. De quelle manière, on ne sait pas, mais voilà, c'est un merdier, les amis. Donc on attend toujours d'avoir davantage de confirmation à ce niveau-là. On va parler des brèves, du coup maintenant, les amis. Parlons des brèves. Les brèves, qu'est-ce qu'on a à raconter sur les brèves aujourd'hui ? Bah des petites choses. Des petites choses comme Threads que je vous ai parlé la semaine dernière. Vous vous souvenez Threads, l'application, le Twitter Killer, comme ça qu'on va l'appeler, le Twitter Killer. Et bah les petits malins comme moi en Europe, on avait quand même réussi à avoir accès à l'application. Bah oui, parce qu'on est trop dans la tech, on est trop dans le turfu. Bah là on est comme des cons parce qu'on est bloqué. Ouais, parce qu'ils ont bloqué Threads, les gars. Ils ont bloqué Threads en Europe. Impossible d'accéder à Threads hors usage d'un VPN potentiel encore, parce que j'ai pas fait le test, mais j'imagine que ça marche. Threads est bloqué en Europe sur l'usage. On ne peut plus l'utiliser tant qu'ils l'auront pas voulu. Pourquoi ? Suite à une mise à jour qu'ils ont fait, mise à jour de l'application qui a du coup imposé cette restriction. Moi je suis un peu déçu parce que j'avais commencé à l'utiliser, j'ai beaucoup aimé, je commençais à suivre pas mal de petits comptes que j'avais pas eu l'occasion de découvrir sur d'autres réseaux. Donc c'est un peu dommage. Bon, on va attendre que l'application respecte les lois de la RGPD et voilà, et qu'on puisse tous en profiter
et qu'on soit tous protégés pour nos données personnelles, ça serait bien. Ensuite, Gen V, ça vous parle si je vous dis Gen V? C'est le spin-off de The Boys. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé The Boys, Gen V. Bah oui, sinon ça se serait pas vendu. Le spin-off de The Boys est confirmé pour sortir en septembre, les amis. En septembre, c'est en septembre que sortira Gen V, le spin-off de The Boys. On l'a su par une promo vidéo de Prime Video, du coup, qui a fait un petit teaser promo dans lequel il était confirmé que The Boys Gen V sortira au mois de septembre. Je sais pas pour vous, moi, j'ai hâte de voir ça quand même, parce que The Boys a beaucoup fait parler cette série. Les gens qui s'y ont mis au fur et à mesure... c'est quand même incroyable. Bon, je trouve qu'il y en a beaucoup qui en ont trop fait sur la dernière saison, qui est bien, mais je trouve pas que ce soit non plus extraordinaire. Je pense que les gens se laissent trop happer par l'aspect un peu trash, machin. Je pense que des fois, il y a un peu de trop de hype sur le sujet qui fait que les gens se chauffent un peu. C'est une très très bonne série. Il se passe énormément de bonnes choses dedans. C'est incroyable à voir, les idées qui peuvent ressortir et tout. C'est complètement fou. Donc voilà, on attend le spin-off avec impatience et ça sera pour septembre. D'un autre côté, on a un jeu Black Panther qui a été confirmé par Cliffhanger Studio. Vous allez me dire, c'est qui eux? Bon, c'est tout simplement un studio de chez EA. Si vous ne le savez pas, EA a signé un partenariat avec Marvel il y a quelques temps de ça. Et qui compte aujourd'hui 3 jeux en développement. Et sur les 3 jeux, on n'en connaissait qu'un. On savait qu'il y avait un jeu Iron Man en monde ouvert. Un jeu Iron Man par Motive Studio, du coup, un autre studio EA, qui est en développement depuis quelques mois déjà, si ce n'est années. Et donc le partenariat, on sait qu'aujourd'hui il y a 3 jeux en développement. Et donc le second, ça sera un jeu Black Panther par Cliffhanger Studio, une nouvelle branche du coup qui a été créée chez EA pour s'occuper de ce projet-là. Je crois d'ailleurs qu'il y a des têtes connues chez ce studio, je pourrais pas vous reciter là tout de suite maintenant. Mais il y a des gens qui ont de l'expérience, etc. Donc voilà. Est-ce qu'on aura quelque chose qui ressemblera plus à un jeu style Les Gardiens de la Galaxie, un petit jeu d'action style Les Gardiens de la Galaxie, étant donné qu'on a un jeu Iron Man qui sera en monde ouvert, ça m'étonnerait qu'on ait un open world Black Panther. Enfin, je pense que ça sera plutôt un jeu d'action aventure, quelque chose comme ça. On n'a pas d'autres infos, attendez-vous à attendre plusieurs années, parce que là c'était juste la petite info comme ça qui a été glissée. Mais en tout cas, on connaît maintenant 2 des 3 jeux en développement chez EA en ce qui concerne Marvel. Ce qui n'impacte pas, attention, l'autre partenariat entre guillemets avec Insomniac Games, du coup, qui s'occupe de la licence Spider-Man, avec Spider-Man Miles Morales et Spider-Man 2. Puis Wolverine, puisqu'il bosse aussi sur Wolverine, dont on attend des nouvelles. S'il vous plaît, donnez-nous des images, donnez-nous un truc. Voilà, on attend Wolverine, qui sera le prochain jeu à sortir après Spider-Man 2, qui sortira le 20 octobre prochain, je vous le rappelle. Donc voilà, on commence à en savoir plus. Marvel commence à établir son univers jeu vidéo, on va dire. Ça commence à y aller. Ils ont un train de retard là-dessus, contrairement à DC. Donc il faut y aller. Et ils ont l'air de vraiment passer la seconde à ce sujet. Dernière petite brève à vous partager, c'est la date de diffusion de la série The Walking Dead, Daryl Dixon. Voilà, ça y est, on a la date de diffusion. Daryl Dixon reviendra dans The Walking Dead le 10 septembre prochain sur EMC. Le prochain spin-off après The Walking Dead, Dead City. Vous savez, le spin-off qui se passe avec Maggie et Negan qui sont à New York, à Big Apple, dans la grosse pomme. Spin-off que j'ai pas encore regardé. J'ai les épisodes là, j'ai envie de le voir, mais je me suis pas encore lancé. Comme il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je pense que je vais tous me les faire d'une traite directement quand la diff sera terminée. Mais en tout cas, le prochain spin-off, ça sera celui de Daryl Dixon qui sera diffusé le 10 septembre. Et je vous rappelle que ce spin-off a été tourné en majeure partie en France. On y voit le Mont Saint-Michel délabré d'ailleurs dans un teaser. Moi, ça me hype vraiment. Juste parce que c'est Daryl, parce que moi j'ai arrêté l'univers Walking Dead il y a un moment déjà.
Genre, j'ai pas vu les dernières saisons. Hein. Enfin, je les ai vues. De quelle manière ? J'ai regardé les résumés sur internet. Il y a un mec qui fait des super résumés. Je le mets en x2. Hop, je me tape 10 minutes de vidéo et j'ai le super résumé de la saison. Et oui, je triche. Bah oui, parce que c'était tellement devenu décevant. Je voulais juste savoir ce qui se passait au final. Mais en tout cas, on va regarder Dead City. Et puis Daryl Dixon, forcément. Notamment, ça se passe en France. Voilà, c'est Daryl. Donc voilà, ça sera diffusé le 10 septembre prochain. Les amis, et on a bien hâte de découvrir ça ici. On finit ce petit hebdo geek par les sorties comics du coup de cette semaine. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Je pense notamment que Urban Comics, il y a rien, mais en même temps c'était vendredi 14 juillet, les sorties Urban c'est le vendredi, donc je pense que c'est pour ça. Mais en même temps il n'y a rien à sortir chez Urban jusqu'à août. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai que des sorties Panini à vous confirmer du coup. Et à vous recommander. Il y a notamment le tome 3 de Alien qui s'appelle Icarus par Philip Kennedy Johnson et Julius Ota au dessin. Le tome 3 de Alien qui est la série régulière Alien qui est sortie récemment, qui continue du coup son bonhomme de chemin. On a également un tome 2 pour Hulk, la planète Hulk qui est paru cette semaine, ainsi que le tome 2 de Ghost Rider, l'exorcisme de Johnny Blaze. Et puis on a également un omnibus Daredevil, l'omnibus par Frank Miller qui est sorti. Et donc si vous aimez collectionner les omnibus, je pense sincèrement que c'est quelque chose à posséder. Voilà, moi je suis pas du genre à acheter les omnibus, ça coûte pas mal cher. Après voilà, il y a du contenu, on va pas se mentir, mais bon. C'est des omnibus, c'est conséquent, il faut les ranger, ça prend de la place, donc voilà. Mais en tout cas, si vous aimez les omnibus, foncez sur Daredevil par Frank Miller, parce que là, c'est vraiment quali. Et puis la dernière petite sortie, ça sera Hidden Empire, tome 2, c'est Star Wars du coup. Le tome 2 de Hidden Empire qui sort, où il y a, dans le Hidden Empire, vous avez plusieurs séries en fin de compte qui sont mises les unes aux autres pour pouvoir raconter toute une histoire. Du coup j'ai pas plus de détails, j'avoue que je ne lis pas cette série. Voilà pour les recos comics les amis. Et il est temps de se quitter maintenant. Merci à vous d'avoir suivi ça. On se retrouve bientôt, n'oubliez surtout pas sur Twitch le samedi à 9h on est là en direct. La chaîne YouTube elle est dispo également, sur lesquels il y a les replays, les podcasts. N'hésitez pas à nous suivre, à rejoindre le Discord et tout petit quanti. Je vous souhaite du coup une excellente suite de journée et je vous dis à bientôt les amis. Merci à vous.